Bonjour à tous, Michel Zeytouni en direct de la Pitié-Salpêtrière avec le professeur Jean-Philippe Collet et nous allons débriefer avec Medscape et avec vous cet ACC 2021 qui a eu lieu en ligne. En premier lieu, on va parler de l'étude Atlantis, c'est l'étude sur le TAVI qui a été présentée lors des sessions de Late Breaking Science. Atlantis, c'est une étude initiée par l'investigateur académique, 28 sites internationaux avec l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne, plus de 1500 patients inclus et dirigé par le groupe Action. Professeur Collet, quelle était l'hypothèse testée par l'étude Atlantis? Alors l'hypothèse était de démontrer que le traitement par anticoagulant oral direct à apixaban est supérieur au traitement standard après un TAVI chez des patients qui sont prêts à sortir. Et on stratifiait la randomisation en fonction du besoin ou non d'un anticoagulant, autre que évidemment que pour le TAVI et principalement la fibrillation atriale. Donc les patients pouvaient être sous AVK ou sous antiplaquettaire dans le groupe contrôle. D'accord. Et quelles étaient les datas présentes jusqu'à maintenant sur les AOD dans le TAVI? On sait qu'il y a eu Galileo, il y a eu Popular TAVI. Alors globalement, ce qu'on sait, euh, d'après les études randomisées les plus récentes, c'est que lorsqu'il n'y a pas besoin d'un traitement anticoagulant, c'est aspirine seule qui est la meilleure approche parce qu'elle fait moins saigner que l'aspirine Plavix. Chez les patients qui ont besoin d'anticoagulants, c'est les anticoagulants seuls par AVK qui eh bien est associé à moins de saignement que lorsqu'ils sont associés au clopidogrel. Et puis en ce qui concerne les anticoagulants oraux directs, rivaroxaban n'a pas démontré l'intérêt de faibles doses de rivaroxaban par rapport au traitement antiagrégant chez des patients qui n'ont pas besoin d'anticoagulants. Il y avait plus de saignements, plus de décès, donc l'étude a été arrêtée prématurément. D'accord. Donc, c'est des patients qui ont eu un TAVI, des patients consécutifs et qui ont été stratifiés soit par la nécessité d'anticoagulation parce qu'ils avaient de la FA, par exemple, soit contre un traitement standard antiplaquettaire. Donc, dans cette étude randomisée, le primary endpoint, c'était un primary endpoint de MACE avec le décès, les AVC, les infarctus, les emboles et la thrombose de valve, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que c'était un bénéfice clinique net et on a rajouté dans ce critère d'évaluation à un an ce qu'on appelle les thromboses de valve infracliniques qui sont dépistées au scanner. Donc ça veut dire que tous les patients avaient un scanner durant le suivi. Et donc c'est une première parce qu'en fait ces thromboses infracliniques, on n'en connaît pas un petit peu la fréquence et on n'en connaît pas les conséquences cliniques potentielles, notamment sur la durabilité des valves ou sur le risque d'AVC. Et donc c'est ce qu'on a un peu regardé dans cette étude. D'accord. Et donc, quels ont été les résultats de l'étude sur la population globale, puis en fonction des strates? Alors globalement sur la population globale, sur le critère primaire de jugement, il n'y a pas de supériorité de l'apixaban par rapport eh bien au traitement standard, même si le nombre d'événements est un petit peu moindre. Donc statistiquement, il n'y a pas de supériorité. Le deuxième message important, c'est que les événements hémorragiques sont strictement identiques entre les deux groupes. Sur le critère primaire de jugement, qui était l'association de saignements qui mettent en jeu le pronostic vital ou les événements hémorragiques majeurs. Et puis, lorsqu'on regarde par strate, dans la population qui avait besoin d'anticoagulants et qui représentait 451 patients, c'est-à-dire un tiers de la population globale, il n'y a aucune différence entre apixaban et AVK, quels que soient les critères regardés. Par contre, dans la strate où il n'y avait pas besoin d'anticoagulants, ça représentait 2 tiers des malades, donc c'est-à-dire à peu près 1049 patients. Eh bien, sur les événements hémorragiques, il n'y a aucune différence. Sur les événements ischémiques, il y a davantage d'événements, mais c'est pas significatif dans le groupe apixaban par rapport au groupe antiplaquettaire. Et ça s'explique ni par une augmentation des AVC, ni par une augmentation des infarctus du myocarde, mais par une petite tendance non significative à l'augmentation de la mortalité non cardiovasculaire chez des patients qui ont une moyenne d'âge d'environ 80 ans. Et puis évidemment, on retrouvait une très forte réduction des thromboses de valve de 80% et une très forte réduction du risque d'embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse profonde. D'accord. Et toujours dans ce groupe qui n'avait pas besoin d'anticoagulation orale, on a vu sur l'étude scanographique, si j'ai bien compris,
qu'il y avait une tendance dans le groupe apixaban à avoir moins de thrombose de valve. Est-ce que je me trompe? Eh ben, c'est exactement ça. C'est 80% de thrombose de valve en moins. Hein, et l'incidence était à peu près estimée aux alentours de 7 à 8% dans un groupe et 1% dans l'autre. Donc, il y a eu un seul scanner durant cette étude. Il est possible que eh bien la prévalence des thromboses de valve soit plus importante qu'on peut le penser. Mais en tout cas, c'est très fortement réduit avec l'apixaban. D'accord. Si on garde donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'apixaban n'a pas amélioré finalement le pronostic ischémique de ces patients, mais il n'a pas fait plus saigner et qu'ils aient de l'AFA ou non. Donc le message pratique pour les cardiologues et les médecins en général, c'est que chez les patients qui ont besoin d'une anticoagulation, on peut utiliser l'apixaban et on n'est pas obligé de faire le relais d'un traitement par anticoagulant oral direct vers les AVK comme le suggèrent les recommandations nord-américaines. En tout cas, c'est pas ce que démontre l'étude Atlantis. Chez les patients qui n'ont pas besoin de traitement anticoagulant, eh bien, l'apixaban ne peut pas être considéré comme un traitement par défaut en routine. C'est plutôt l'antiagrégation seule. Et puis, si le profil de risque hémorragique est faible et si, eh bien, le risque de thrombose de valve est important, et on sait un petit peu identifier ces patients, c'est par exemple les petits anneaux aortiques ou les valves in valve, eh bien, l'apixaban peut être une bonne alternative chez ces malades. D'accord. Donc, on peut toujours dépister ces sous-groupes. Voilà, c'est les conséquences dites pratiques de cette étude pour la pratique de tous les jours. Très bien. Eh bien, merci. Alors, après Atlantis, il y a eu l'étude Laos. L'étude Laos, c'est plus de 4800 patients. C'est une étude internationale, 27 pays, 105 centres, et avec un design assez intéressant et je dirais assez audacieux puisque ils ont tout fait en double aveugle. Ils ont randomisé du coup la fermeture d'auricule gauche chirurgicale chez les patients qui venaient pour une opération cardiaque. Et tout ça a été fait en aveugle du patient, des praticiens et de l'équipe de recherche. C'est bien ça? Alors, c'est exactement ça. Alors, la chirurgie concernée, c'est une chirurgie vraiment particulière, c'est le pontage aortocoronaire. Et c'est des patients qui avaient une fibrillation atriale ou non, et qui, dans 80% des cas, avaient un traitement anticoagulant. Et donc, les patients étaient randomisés pour fermeture ou pas fermeture. Donc, le type de fermeture chirurgicale était laissé à la discrétion des investigateurs. Mais comme vous le soulignez, ce qui est très intéressant, c'est que ni le patient, ni les médecins investigateurs responsables du suivi ne savaient l'intervention qui avait été pratiquée. Et le critère commun de jugement était la survenue d'AVC ou d'embolie systémique en intention de traiter. Et il y avait également une analyse dite landmark qui commençait 30 jours après l'opération pour s'assurer que ce ne sont pas uniquement des événements, disons, périopératoires. Donc, c'était une grande étude, plus de 4800 patients qui a été menée par Hamilton. Et globalement, ce qui démontre, c'est que eh bien, l'occlusion de l'auricule est associée à une réduction d'environ 40% du risque d'AVC ou d'embolie systémique, et c'est majoritairement des AVC. Cette diminution commence précocement, dès le 30 jours, dès les premiers jours, et elle se maintient au long terme avec des courbes qui continuent à diverger. Et l'étude a été arrêtée prématurément à cause du bénéfice clinique. Et on n'a pas retrouvé non plus d'augmentation du risque d'insuffisance cardiaque puisque l'auricule produit l'ANP et que cette hormone évidemment joue un rôle dans eh bien l'homéostasie et le rôle eh bien dans l'insuffisance cardiaque. Donc c'est une très belle étude qui va probablement changer les pratiques chirurgicales de la chirurgie de pontage. Et ce qui est très très intéressant, c'est que on voyait au fur et à mesure du temps que le nombre de patients traités par anticoagulants était à peu près stable, passé de 80 à 70%, et que le bénéfice sur les AVC est énorme, vraiment énorme. Bah oui, on a quasiment, c'est ça, 30% de réduction des AVC, alors même que au moment de l'inclusion, il n'y en a que 30% qui font de la FA permanente parmi ces patients. Exactement. Donc, vraiment et surtout qu'une grande partie de ces patients sont sous anticoagulants. Donc je pense que
les pratiques chirurgicales maintenant vont s'homogénéiser au sein des équipes, puisque bon, autant dans la chirurgie valvulaire, on a tendance à fermer les auricules, mais autant dans la chirurgie de pontage, c'est pas quelque chose qui était fait de façon systématique. Et je pense que les équipes vont changer leurs pratiques. Et puis il y a tout un tas d'études ancillaires qui vont arriver pour un petit peu affiner les messages. Et est-ce que c'est un geste qui a prolongé le temps chirurgical ou le temps de clampage de l'aorte ou qui a aggravé les suites ou pas vraiment? Alors en moyenne dans l'étude c'est 6 minutes, mais il faut savoir que les techniques chirurgicales sont variables et étaient laissées libres au choix des investigateurs. Donc ça pouvait être une amputation suture, ça pouvait être un clip, ça pouvait être une amputation par l'intérieur. Enfin, il y a des techniques chirurgicales qui sont variables, qui dépendent des opérateurs, qui sont plus ou moins efficaces, mais ils n'ont pas voulu contrôler ça. Mais déjà le fait de pouvoir le faire en double aveugle, c'est quelque chose de vraiment très important pour la qualité de l'étude. Exactement. Ouais. Donc, probablement, comme vous l'avez dit, une autre étude qui va changer les pratiques. On quitte un petit peu le domaine, je dirais, de la valve, du structurel, de la chirurgie, pour revenir aux bases avec l'aspirine. Et là, on a l'essai clinique Adaptable, qui a bien fait parler de lui, notamment par son design. Il fait partie de ces essais, de ces nouveaux essais qu'on appelle des essais pragmatiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, professeur Collet? Alors, c'est une étude qui était faite dans le cadre de la prévention secondaire de la maladie athérothrombotique, donc des patients qui avaient une indication pour l'aspirine. Et la question, en fait, qui reste ouverte, c'est est-ce qu'on utilise des faibles doses nourrissons ou est-ce qu'on utilise une dose plutôt forte de 325 mg, en sachant que globalement, des doses aussi faibles de 25 mg suffisent pour inhiber la synthèse de l'acide arachidonique et l'agrégation médiée justement par l'acide arachidonique. Donc, cette étude a testé cette hypothèse de la faible dose, 80 mg versus 325 mg. Alors, la particularité du dessin de cette étude pragmatique, c'est que, en fait, les patients donnaient leur consentement par voie digitale et puis, en fait, s'auto-randomisaient. Donc, ils faisaient partie, en fait, d'un ce qu'on appelle un network d'associations de patients qui se sont réunis et ils adjudiquaient eux-mêmes leurs événements, en fait, qui étaient la mortalité, l'hospitalisation pour l'infarctus du myocarde ou pour AVC, et puis l'hospitalisation pour hémorragie majeure. Donc, il y a pratiquement pas loin de 450 000 patients qui ont été en fait screenés dans cette étude et 15 000 patients avec une maladie vasculaire connue et un critère d'enrichissement ont été en fait randomisés. Et ils ont regardé sur pratiquement plus de 4 ans de suivi eh bien l'évolution de ces patients et ils ne démontrent aucune différence sur le critère d'efficacité qui associait donc toute cause de décès, hospitalisation pour infarctus ou AVC. Et puis sur les complications hémorragiques, eh bien globalement sur les événements hémorragiques majeurs, pareil, absolument aucune différence avec des taux d'hémorragie qui sont beaucoup plus faibles que les taux de complications ischémiques. Donc une étude pragmatique intéressante et les conclusions c'est finalement si vous êtes sous 80 mg d'aspirine, restez sous 80 mg d'aspirine, ne changez pas. Si vous reprenez l'aspirine, prenez plutôt la faible dose. Et puis, si vous tolérez bien les 325 mg, que vous n'avez pas d'antécédent digestif et que vous la tolérez bien, et ben restez sous 325 mg. Donc, c'est une belle étude moderne. Et ce qui est intéressant, c'est le dessin et la façon dont on a pu screener les patients et les randomiser avec, vous voyez, c'est des techniques un peu modernes de la recherche clinique. Ouais. C'est vrai que l'équipe de Duke pour Adaptable, c'est largement appuyé sur les associations de patients, à la fois pour reporter les outcomes, comme vous l'avez dit. Ils sont aussi appuyés sur le PICORnet, les Electronic Health Records, le Medicare, le CMS, les assurances privées et les codages pour récupérer tous les endpoints possibles en plus des déclarations des patients. Et donc, en effet, on va probablement voir à l'avenir d'autres essais randomisés de ce type qui coûtent moins cher, j'imagine, et qui permettent d'avoir beaucoup plus de patients. Donc ça en fait l'intérêt. Et une participation active en plus des patients dans la recherche, puisqu'ils deviennent quasiment investigateurs.
Exactement. Toujours sur l'aspirine, on a eu une belle étude coréenne, Host Exam. Cette fois-ci, c'est aspirine et clopidogrel chez les patients avec une maladie coronaire stable. Et cette étude donc a pris des patients qui n'avaient pas fait d'événements sous DAPT entre 6 mois et 1 an, puis les ont randomisés entre aspirine et clopidogrel. C'est les aspirine-free strategies chez le patient stable. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le sujet? Bah exactement. En fait, c'est un peu le twilight du pauvre entre guillemets. Donc tous ces patients avaient une angioplastie et n'avaient pas eu d'événement dans les 6 ou 18 mois qui précédaient la randomisation. Et au moment de la randomisation, en fait, ils poursuivaient soit l'aspirine, soit le clopidogrel avec 2 mois de suivi, enfin 24 mois de suivi, c'est-à-dire 2 ans. Et les investigateurs ont regardé eh bien la mortalité, la survenue d'infarctus non fatal, les AVC, les réadmissions pour syndrome coronarien aigu et les événements hémorragiques classiques de type BART3. Donc c'est un peu les définitions classiques d'angioplastie. Et globalement, il leur fallait à peu près, disons, 5300 patients pour pouvoir répondre eh bien, à l'hypothèse principale qui était de démontrer que le clopidogrel était supérieur en termes de tolérance et de prévention des événements ischémiques que l'aspirine. Donc, il y a 2700 patients dans chaque groupe, pratiquement 98% de suivi, donc une étude très, très bien faite. Et il démontre sur eh bien le bénéfice clinique net que l'aspirine fait moins bien que le clopidogrel, donc 7,7 événements versus 5,7%, c'est-à-dire que ça fait un taux annuel d'événements d'à peu près, disons, 3,5%, ce qui est pas mal, et ça représente un nombre de patients à traiter pour éviter un événement du critère primaire de jugement de 50, ce qui est tout à fait correct et qui correspond eh bien à ce qu'on retrouve parfois avec les statines. Sur maintenant la dichotomisation des événements, eh bien on retrouvait moins d'événements ischémiques dans le groupe clopidogrel que dans le groupe aspirine, et donc ça nous renvoie à l'étude Capri en 1995, qui avait beaucoup plus de patients, mais qui n'avait pas les standards de la recherche clinique actuelle. Et puis une tendance à moins de complications hémorragiques, puisque le hazard ratio était à 0,70, donc un petit P significatif, 3,3% versus 2,3% en faveur du clopidogrel. Donc le clopidogrel a une approche win-win. Alors ce sont des patients coréens qui n'ont pas tout à fait le même équipement enzymatique sur la réponse au clopidogrel, mais c'est plutôt rassurant parce qu'en général il y a plus de résistants. Et je pense que ça nous permet aussi on se demande est-ce qu'on continue l'aspirine ou est-ce qu'on continue le clopidogrel, notamment en cas de traitement triple. Eh bien, je pense qu'on a quand même une belle réponse. Et je pense que ça va motiver Sanofi qui commercialise le clopidogrel pour demander une AMM dans l'angioplastie, parce que le clopidogrel, ça fait pratiquement plus de 25 ans que c'est sur le marché et il n'y a jamais eu d'AMM pour l'angioplastie. D'accord. Et finalement, comme vous le disiez, ça valide aussi les stratégies dans la FA où on arrête l'aspirine et on garde le clopidogrel avec l'anticoagulant. C'est exactement ça. Donc c'est une belle étude très intéressante. Est-ce que l'aspirine a du souci à se faire avec toutes ces aspirine free strategies qui semblent donner des bénéfices? L'aspirine, il a pour lui qu'il est pas cher. Donc c'est son principal intérêt. Et la deuxième chose, c'est que on le trouve partout. Ouais. Et puis il a peut-être des petits effets sur la prévention du cancer, de certains cancers, même si c'est pas clairement démontré. Donc il a encore des belles années devant lui, mais petit à petit on voit que le clopidogrel prend sa place. D'accord. Bon, donc affaire à suivre. Une autre étude française, une autre étude randomisée, un autre PHRC, Flower Émail, revascularisation. Donc on sait qu'il y a à peu près un patient sur 2 qui, quand il arrive pour infarctus du myocarde en salle de cathétérisme, a des lésions pluritronculaires, c'est environ 50% des patients, et se pose toujours la question de comment revasculariser ces patients. On sait qu'on a eu l'étude complète récemment qui nous a montré qu'il fallait les revasculariser au complet pendant l'hospitalisation, et maintenant
Flower Email essaye de nous dire comment faire. Est-ce que on se guide par la FFR ou est-ce que l'œil du praticien suffit? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Flower Email et sur les résultats? Alors, Flower Email, oui, effectivement, a randomisé des patients qui ont un infarctus du myocarde avec un succès d'angioplastie sur l'artère coupable et des lésions significatives à plus de 50% sur les autres vaisseaux. Et la randomisation se faisait vers la revascularisation guidée bien par l'œil versus la revascularisation guidée par la réalisation de la FFR, donc au moment de l'angioplastie primaire ou de façon un peu différée, mais en tout cas pendant la même hospitalisation. Et en fait, l'hypothèse était de dire que la FFR permettrait de revasculariser à bon escient davantage de patients et éventuellement à éviter des complications d'angioplastie dite indue. Donc, ils ont randomisé un peu plus de 1 millier de patients dans cette étude, avec sur leur calcul d'effectifs une réduction anticipée des événements d'à peu près 30%, et il s'était fixé 15% d'événements dans le groupe revascularisation guidée par l'angiographie, et il leur fallait à peu près 1150 patients pour répondre à la question. Alors, il y a eu moins d'événements observés que ce qui était attendu, à peu près 5 à 7% d'événements pour les 10 à 15% attendus, mais néanmoins, il ne montre aucune différence sur le critère primaire de jugement de cette étude, qui était un critère composite qui associait décès et infarctus, hospitalisation pour revascularisation encore instable. Donc, globalement, ça montre que on peut faire à peu près les deux, hein, c'est-à-dire qu'on peut revasculariser à l'œil sur les artères les plus critiques, et puis peut-être que sur les lésions moins critiques, on peut utiliser la FFR pour se guider. Donc c'est une belle étude pragmatique. Alors c'est comme le dit le New England, l'interprétation est un petit peu difficile, en tout cas définitive, à cause du fait que l'étude n'a pas eu tous les événements escomptés par rapport à ce qui était prévu. Voilà. D'accord. Donc voilà, a priori statu quo pour le moment, en tout cas pas de bénéfices apparents très nets pour la FFR, si ce n'est qu'on a quand même 30% d'angioplastie en moins quand on compare les deux groupes. Tout à fait. Tout à fait, c'est ça le principal intérêt, c'est que je pense que sur les lésions qui sont un peu intermédiaires ou sur lesquelles on hésite, c'est intéressant de faire de la FFR pour pouvoir mieux guider une éventuelle revascularisation. Exactement. Donc, deux belles études françaises présentées à l'ACC 2021. Est-ce que un petit mot sur les recommandations qui ont été présentées, notamment sur les recommandations concernant le TAVI, on a un âge. Alors bon, il y a des petites choses qui changent, forcément, puisque ces recommandations, notamment dans le rétrécissement aortique, ont pris en compte les études sur le low risque. Donc globalement, ce qui est dit dans ces recommandations, c'est que on a mis le curseur de l'âge un petit peu différemment par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, c'est-à-dire que lorsque les patients entre 65 et 80 ans, qu'ils ont un rétrécissement aortique serré symptomatique, globalement, lorsqu'ils n'ont pas de contre-indication à la réalisation du TAVI par voie fémorale, on peut choisir aussi bien le TAVI que le remplacement valvulaire chirurgical, hein, et que c'est une décision qui doit être prise dans le staff médico-chirurgical, et que en fait la décision doit se prendre en fait sur l'équilibre entre l'espérance de vie des patients et la durabilité de la valve. Donc on voit qu'on ouvre quand même le robinet pour le TAVI, hein, mais que chez les malades qui ont moins de 65 ans, qui sont symptomatiques ou asymptomatiques, mais qui ont un vrai rétrécissement aortique serré, et que l'espérance de vie est à plus de 20 ans, on recommande clairement le remplacement valvulaire aortique chirurgical. Donc les choses sont quand même, disons, plus précises pour les cliniciens. Voilà. Et pour les patients qui ont plus de 80 ans et qui ont une espérance de vie de moins de 10 ans,
eh bien là, clairement, eh bien, on oriente vraiment vers le TAVI, en particulier s'il est faisable par voie transfémorale. Eh bien, donc on voit que les choses évoluent vite dans le domaine de l'activité structurelle. On verra si les guidelines européennes suivent cette réduction de l'âge pour la discussion TAVI versus chirurgie. On verra si oui, tout à fait, si le curseur de l'âge est le même. On est souvent un peu moins pragmatique en Europe, mais bon, on verra. On verra. Affaire à suivre. Merci beaucoup, professeur Collet, pour cet éclaircissement sur les études de l'ACC 2021. Restez sur Medscape pour voir la présentation des autres études et à bientôt. Merci, Dr Zetouni, et merci à Medscape.